Smart et réglo, le droit, rien que le droit, avec des experts, avec des avocats. Emmanuel Burger, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Burger, non éponyme. On va parler du harcèlement moral. D'abord, c'est un sujet assez complexe pour les avocats, si je peux me permettre, parce qu'à chaque fois que vous avez un plaignant, j'imagine que la première chose que vous lui dites, c'est « bon, c'est très bien, j'ai entendu, j'ai pris des notes, il faut le prouver ». Exactement, il faut le prouver. Alors, après, évidemment, de mon côté, j'entends aussi bien les entreprises que les salariés. Les deux, mais je veux dire que le régime probatoire étant assez complexe et la jurisprudence très évolutive, c'est vrai que c'est un sujet éminemment complexe. Mais si je dois donner quelques balises, il faut effectivement avoir en tête que pour l'entreprise, vous avez une obligation de sécurité qui est au cœur des obligations contractuelles de l'entreprise, l'obligation de sécurité qui a été longtemps une obligation de résultat. C'est-à-dire que quand bien même vous démontriez avoir tout fait pour éviter des situations toxiques et de souffrance au travail, vous étiez condamné si finalement le harcèlement moral était démontré, automatiquement. Depuis 2015-2016, ça a changé, la jurisprudence a évolué, et maintenant, si l'entreprise démontre qu'elle a tout mis en œuvre pour faire cesser immédiatement le harcèlement moral et pris des mesures de prévention en amont, elle peut effectivement... C'est un garde-fou, quoi, pour elle. Oui, c'est un garde-fou, ça évite évidemment les abus, les excès. Si l'entreprise fait tout le nécessaire et que malgré tout le harcèlement, s'exerce, elle peut s'exonérer de sa responsabilité. Maître, juste pour qu'elle soit en capacité de se défendre, l'entreprise, puisque c'est d'elle dont on parle, qu'est-ce qu'elle doit apporter comme preuve ? Elle doit dire « j'ai convoqué le salarié, la DRH a pris des mesures, on a séparé les salariés ». Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Quand on parle des mesures, j'allais dire presque curatives, quand la situation est déjà entamée, est dénoncée, que soit les représentants du personnel ont exercé leur droit d'alerte, soit que le salarié a dénoncé des faits de harcèlement moral. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. La jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2019 l'a dit, l'inaction de l'entreprise sera systématiquement condamnée. C'est-à-dire que quand bien même les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés, si l'entreprise n'a pas été diligente, si elle n'a pas mis en place une enquête interne, c'est le mot, évidemment, c'est ça le concept, l'enquête interne, aujourd'hui, c'est obligatoire. À la moindre dénonciation de faits de harcèlement moral, quand bien même... Quand même on n'est pas la preuve de rien, on l'engage l'enquête. Aujourd'hui, vraiment, la Cour de cassation, novembre 2019, le dit, l'inaction égale responsabilité de l'entreprise. L'entreprise ouvre son parapluie, dit j'ai mené une enquête interne qui va être diligentée par un cabinet externe ou par... Alors quand elle est interne, c'est-à-dire que c'est en principe une impartialité censée présider. Alors oui, on va y venir aux principes et aux exceptions, si j'ose dire, et à la façon dont elles sont menées. Mais en principe, effectivement, impartialité, représentant du personnel d'un côté, direction de l'autre, et on entend l'ensemble des protagonistes. Je dis bien l'ensemble, et là-dessus, je fais une petite parenthèse. Des auditions, en fait. Des auditions. En principe, évidemment, de la personne qui se plaint de harcèlement moral, mais aussi, évidemment, celle qui est mise en cause, et puis l'ensemble des membres du service, des collaborateurs. L'environnement. Ouais. Et sans avocat, on est d'accord. Hein. En principe, sans avocat, même si, effectivement, l'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2010, avait rappelé que l'ensemble des parties doivent être effectivement entendues, et qu'une recommandation de la Commission européenne en 91 avait évoqué que les parties peuvent être assistées de personnes. On voit qu'il n'y a pas sauf si le règlement intérieur le prévoyait, mais ce n'est pas obligatoire. En général, c'est seul à seul. Exactement. Après, point important, on a eu une jurisprudence qui était plutôt, je veux dire, protectrice des droits tout court. Je dirais pas, je prends pas parti plus pour salarié que pour l'entreprise ici, c'est-à-dire qu'une enquête interne, si elle est bien faite, c'est un moyen de preuve pour l'entreprise, vous le disiez à l'instant, pour apporter la preuve qu'effectivement, si elle va sur le terrain disciplinaire, eh bien, elle a la preuve qu'elle s'est engagée sur la sanction de façon fondée. Si en revanche, cette enquête interne a été faite de façon partielle, c'est cette preuve qui s'écroule. Donc l'entreprise doit veiller à vraiment prendre toutes les mesures pour garantir une impartialité, une objectivité la plus totale. Alors mettons les pieds dans le plat, parce qu'il y a des cas de harcèlement où des salariés souffrent réellement, c'est-à-dire qu'ils subissent et non pas que le sentiment de le subir. Et puis honnêtement, il y a des directions qui profitent de l'enquête interne. Tout à fait. Pourquoi ? Pour se débarrasser d'un manager qui coûte trop cher. Vous mettez le doigt sur une vraie problématique que moi je rencontre dans quelques dossiers, et je dirais, je ne sais pas si c'est spécialement récent, mais en tout cas on voit cette tendance poindre, effectivement, avec un management senior qui est visé, et une facilité, et malheureusement une dérive. L'enquête interne, vient de le dire, c'est nécessaire, c'est indispensable. Le problème, c'est que lorsqu'elle est instrumentalisée, et parce qu'on peut l'utiliser, l'enquête interne. Et que vient de dire la Cour de cassation dans 2 arrêts qui, pour moi, me font extrêmement peur. C'est-à-dire un arrêt notamment de mars 2021, du 17 mars, et qui vient dire quoi ? Qui vient dire que l'enquête interne, jusqu'à présent, si le principal intéressé, le mis en cause, n'avait pas été entendu, on considérait qu'elle n'était pas impartiale ou objective. Oui. Il faut entendre l'ensemble des protagonistes. Dont le mise en cause, il doit s'expliquer. C'est la moindre des choses. La justice. Un principe, oui. Sauf que, depuis cet arrêt,
Et moi, honnêtement, je considère que c'est assez fou d'imaginer cela pour des motivations qui peut-être sont liées à l'espèce, à savoir que le salarié, dit-on, aurait pu exercer des pressions, mais dans l'absolu, c'est toujours possible, sur les témoins salariés eux-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas été informé de l'enquête, le mis en cause, ni entendu dans ces cas de cette enquête, et pour autant, le rapport a été considéré comme recevable dans le cadre des débats jurisprudentiels. Sans qu'il puisse se défendre. Sans qu'il puisse se défendre. On expliquera. Certains viennent dire oui, mais l'entretien préalable post-convocation à une procédure de licenciement sert à cela. Pour moi, non. Vous êtes déjà au banc des accusés. Vous êtes déjà au banc des accusés. Oui, c'est pas l'enquête interne. C'est pas l'enquête interne. Oui, c'est une autre procédure. C'est une autre procédure. C'est une procédure disciplinaire. Elle est déjà enclenchée. Vous êtes déjà dans l'esprit de l'emploi. Il est déjà condamné. Presque. Mais juste sur cet arrêt qui évidemment inquiète les avocats, ce salarié qui n'avait pas été entendu, est-ce qu'il était réellement coupable? Est-ce qu'il avait commis des choses qui sortaient du cadre? Alors, ça, c'est une question. Son recours a été rejeté, mais il est évident que c'est plus difficile de se défendre si une enquête interne à charge est maintenue au débat. Alors qu'un des moyens de défense, c'est de dire aussi, attendez, cet élément que vous me posez, parce que vous savez bien, en tant que salarié, récupérer des attestations en interne, c'est extrêmement compliqué. Les salariés en poste ne peuvent pas parler. C'est plus facile d'obtenir, sans faire de cliché, d'une caricature, des attestations concordantes de salariés en place, avec un lien de subordination, une dépendance économique qu'on connaît. C'est plus facile. Ouais. Et donc, le risque de dérive, pour revenir à cela, c'est cela. C'est-à-dire se dire tout d'un coup qu'il suffirait de 3-4 attestations concordantes, mettant en cause, on pourrait presque dire qu'il y a un subterfuge, une forme de cabale X. Et de faux témoignages. Et de faux témoignages. Très difficile à rapporter la preuve inverse du faux témoignage. C'est exact. Et dans le cadre d'une enquête interne, on présente cela. Je précisais, Arnaud, pour être totalement complet, le deuxième arrêt que j'évoquais tout à l'heure, c'est un arrêt de janvier 2020 et qui dit lui aussi, nous conservons, la Cour de cassation dit, l'enquête interne n'a pas à être écartée, quand bien même l'ensemble des collaborateurs du service où est mise en cause la personne n'ont pas été entendus. Autrement dit, trier sur le volet les collaborateurs qu'on souhaiterait entendre pour l'employeur, ça permettrait aussi, pour la Cour de cassation, de, malgré tout, conserver l'enquête comme un mode de preuve, le rapport d'enquête comme un mode de preuve recevable. Sans que l'ensemble des interlocuteurs n'ont pas été... Sans que l'ensemble des protagonistes susceptibles de... Vous voyez, donc attention. C'est très grave. Attention aux dérives possibles. Nécessité, oui, mais dérives qui sont... Là, vous nous signalez avec ces deux arrêts un léger déséquilibre en faveur de l'entreprise. Oui, parce que le droit au procès équitable, c'est l'article 6.1, pour moi, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, il y a des principes fondamentaux. Et là, il n'est pas équitable, le droit de celui qui est accusé. Non, bien sûr, et c'est pas devant le Conseil de prud'homme qu'on peut rétablir une forme de vérité, une forme de justice, mais c'est très compliqué lorsque vous avez un rapport d'enquête qui est au débat et qui restera. Malheureusement, c'est terminé, mais peut-être viendrez-vous nous reparler aussi des détournements de cette expression harcèlement moral pour faire monter les enchères au moment des négociations, parce que certains avocats, on nous l'a dit sur ce plateau, expliquent qu'en y glissant harcèlement moral, oui, on peut peut-être... C'est un levier intéressant. Voilà, qui fait peur à l'entreprise, même quand il n'y a absolument parfois rien. Opportuniste, et très opportuniste. Voilà, donc c'était intéressant, passionnant ces arrêts, notamment celui de janvier 2020. Merci Emmanuel Burger de nous avoir éclairé sur cette question, sur ce détournement finalement de l'enquête interne. Avocat en droit social et en droit du travail évidemment, cabinet Burger. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une petite pause, les avocats sont concernés, tout le monde est concerné. C'est la pause café de Fanny Griesmer, tout le monde la regarde évidemment, et tout le monde est concerné parce qu'on grignote. Bah oui, quand on était en télétravail, on avait le paquet de gâteaux à portée de main, c'est de la junk food. Voilà, ça peut cacher des angoisses, ça peut cacher aussi comme ça un appétit pour des mauvais aliments. Fanny Griesmer nous raconte tout, c'est la pause café.